Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi. Une femme de 23 ans a été tuée par 4 chiens Rottweiler près de Beauvais. Les molosses pesaient entre 60 et 80 kilos. Seuls 2 d'entre eux étaient déclarés à la mairie. La commission d'enquête parlementaire sur les sectes a découvert 18 enfants vivant en vase clos dans la communauté biblique Tabitha's Place. Aucun n'est inscrit à l'école. Les dirigeants du mouvement démentent tout mauvais traitement. Le Liban en deuil après l'assassinat de Pierre Gemayel. Premier hommage aujourd'hui. Des milliers de personnes se sont pressées dans le village de la famille pour s'incliner sur le cercueil. Coup de théâtre dans la fusion Gaz de France-Suez. La cour d'appel donne raison aux syndicats qui demandaient un report pour manque d'informations. C'est un sérieux coup porté au projet. Une conférence Europe-Afrique a commencé à Tripoli en Libye pour tenter de limiter l'immigration illégale. L'une des routes des clandestins passe par Agadez au Niger. C'est le dossier de cette édition. Enfin, les premières destructions de barres d'immeubles dans les stations des Alpes. On verra que les skieurs cherchent de plus en plus du haut de gamme et de l'authentique. D'abord donc ce nouvel accident qui met en cause des chiens dangereux. Une jeune femme a été attaquée et tuée par 4 Rottweiler. D'après les premières informations, il s'agissait de ses propres chiens. Jérôme Soulard, Annie Triboire. Le drame s'est déroulé dans cette cité résidentielle près de Beauvais. 10 heures ce matin, l'heure du repas pour les molosses de la maison. Que s'est-il passé exactement? Personne ne le sait. Mais subitement, 4 Rottweiler attaquent leur maîtresse. Pendant plus d'une demi-heure avant l'arrivée des secours, Céline Viotte assiste impuissante au calvaire de sa voisine. On l'a tellement entendu crier d'une force, c'est pas possible. Et on entendait ces chiens qui étaient sur elle. Donc c'était... C'est pas explicable, c'est affreux, je sais pas. Les 4 chiens agresseurs sont des Rottweiler comme celui-ci, des molosses de 60 à 80 kilos aux mâchoires très puissantes. Ce matin, 15 gendarmes étaient mobilisés. Les 4 chiens seront finalement abattus au fusil à pompe. Mais pour la maîtresse des 4 Rottweiler, une femme de 23 ans, il est déjà trop tard. On a pu quand même constater qu'elle avait fait l'objet d'une agression qui était très violente de la part des chiens, puisqu'elle présentait des blessures apparentes très importantes. L'an passé déjà, la maîtresse des chiens avait été mordue au bras. Les gendarmes s'étaient déplacés. La mairie l'avait incité à des mesures de protection. Mais sans agression, la loi actuelle n'impose rien. Et c'est bien ce que regrette le maire d'Allonnes. J'étais un peu, disons, choqué de ce que j'ai pu voir. Je considère quand même que c'est une loi qui n'est pas suffisamment élaborée. Il faut absolument interdire la possession de Rottweiler. Contrôler, interdire, 2 des 4 chiens de la victime n'étaient pas déclarés. La justice a ouvert une information judiciaire. Malheureusement, les accidents de ce genre ne sont pas si rares. C'est la 3e fois cette année et on compte une quinzaine de morts en 10 ans, dont plusieurs enfants. Benoît Bringer. Une fillette de 17 mois tuée par un American Staffordshire. C'était en juin dernier, en région parisienne. En 10 ans, 15 personnes ont été tuées par des chiens dangereux. Depuis 1999, une loi sépare les molosses en 2 catégories. Les chiens d'attaque obtenus par des croisements, parmi eux les pitbulls. Ils doivent porter une muselière et être tenus en laisse. Ils sont interdits dans les lieux publics et leur stérilisation est obligatoire. Dans la 2e catégorie, les chiens dits de garde ou de défense. Eux sont admis dans les lieux publics. Leur élevage est autorisé, mais ils doivent également porter une muselière et être tenus en laisse. Le Rottweiler fait partie de ces chiens de 2e catégorie. Certains les trouvent pourtant très affectueux. Cette femme en possède 4. Ils vivent au milieu des enfants. Pour elle, le problème ne vient pas du chien, mais des propriétaires. C'est l'origine du chien et c'est l'éducation. C'est-à-dire le chien doit vivre dans un milieu parfaitement équilibré, avec des gens responsables. La loi de la prévention de la délinquance en débat à l'Assemblée nationale prévoit des peines plus sévères pour les trafiquants de chiens de 1re catégorie. Aucune nouvelle mesure n'est en revanche prévue pour les Rottweiler. Une controverse autour de la communauté biblique Tabitha's Place. Elle est cataloguée en France comme une secte. Les membres de la commission parlementaire sur le sujet ont découvert au cours d'une visite inopinée 18 enfants hors du monde. Ils ont entre 6 et 16 ans. Ils n'ont jamais été inscrits dans un établissement scolaire. Aucun n'est vacciné. Les dirigeants de la communauté indiquent qu'ils sont dans leurs droits et que tous les enfants sont en bonne santé. Christelle Bertrand, Philippe Dumail.
Tabitha's Place a décidé d'entrouvrir sa porte. Cette salle est la seule pièce que la presse a pu visiter. Cet après-midi, en présence d'un gendarme du village, les membres de la communauté ont répondu aux accusations portées contre eux. Hier, lors d'une visite surprise, les 4 parlementaires de la commission d'enquête sur les sectes ont été choqués par ce qu'ils ont vu. On a été bouleversés, je crois que ce n'est pas la peine de le cacher. Nous avons vu ces 18 enfants livrés à une communauté, un enfermement psychologique. La loi ne permet pas de lutter contre cet enfermement psychologique de ces enfants qui sont coupés du monde. Aujourd'hui, les adeptes de Tabitha's Place se défendent. Ils vont à l'extérieur, nos enfants. Ils vont chez le dentiste, ils vont chez le médecin quand il y a besoin. Ils vont dans leur famille aussi. Il leur arrive d'aller dans leur famille. Quand ils sont un peu plus grands, ils viennent aussi avec nous sur les marchés, des fois, mais ils sortent. Installée depuis 20 ans en France, cette communauté d'origine américaine vit selon elle comme les premiers chrétiens. Les enfants ne sont pas vaccinés, ne vont pas à l'école. La classe est assurée sur place par des membres de la communauté. On fait français, maths, on fait la science, on fait la géographie, on fait l'histoire. Selon quel programme? Notre programme, et je crois réellement que notre programme cadre bien un programme de l'éducation nationale. En 2001, un couple membre de Tabitha's Place est condamné à 6 ans d'emprisonnement pour avoir refusé des soins médicaux. Leur fils de 19 mois est mort d'une malformation cardiaque qui n'a jamais été soignée. Classée comme secte depuis 1995 par plusieurs parlementaires, Tabitha's Place est aujourd'hui dans le collimateur de la commission d'enquête contre les sectes. Elle rendra son rapport définitif le 19 décembre prochain. Au Liban, les obsèques de Pierre Gemayel, ce jeune ministre de 34 ans assassiné hier, ont été reportées à demain. Mais un premier hommage lui a été rendu aujourd'hui. Une foule nombreuse et très émue est venue s'incliner sur son cercueil dans son village natal des montagnes près de Beyrouth. Envoyé spécial Loïc de la Mornay, Olivier Robert. Avant les funérailles nationales, le corps de Pierre Gemayel est revenu au sien ce matin. Au pied du mont Liban, le village de Bikfaya est le fief de la famille Gemayel. Le frère, la mère et le père du ministre assassiné ouvrent le cortège. L'émotion est immense chez ces chrétiens maronites. Certains veulent sortir la dépouille du cercueil pour l'exhiber à la foule. La raison l'emporte, mais la colère est grande chez ces habitants qui se sentent tous de la famille. Ils nous ont tués. Ils ont brûlé nos cœurs. La famille Gemayel paye toujours le prix pour le Liban. Mais il y aura sans cesse un nouveau Gemayel, prêt à se sacrifier pour le pays. Le corps est amené au cœur de la maison familiale, où une chapelle ardente a été installée. La sœur du ministre assassiné se recueille, et le père, Amin Gemayel, ancien président du Liban, soutient sa femme et reçoit les condoléances d'un pays multiconfessionnel. Des popes grecs orthodoxes, des dignitaires religieux sunnites, des druzes, 2 hauts responsables de l'armée. L'ancien président du Liban n'en est pas à la première victime de sa dynastie. Son fils est le 5e membre de la famille à mourir assassiné et pour lui, tous les soupçons se portent sur Damas. Il faut voir aussi à qui profite le crime. Nous savons très bien que la Syrie s'est retirée en 2005 militairement du Liban, mais elle n'a pas encore digéré ce retrait. Elle n'a pas digéré le principe du retrait lui-même. Elle n'a pas digéré la façon avec laquelle ce retrait s'est déroulé, c'est-à-dire un coup de pied quelque part. Mais l'opposition crie à la récupération politique. Le Hezbollah, proche de Damas, a condamné l'attentat, assurant qu'il n'avait aucun intérêt à éliminer Pierre Gemayel. Cet assassinat profite au parti au pouvoir. On était à quelques heures de lancer des manifestations pour tenter de faire tomber le gouvernement. Et cet assassinat va nous obliger, par compassion légitime, à mettre entre parenthèses notre contestation. Demain, pour ces funérailles, la majorité au pouvoir espère réussir un 14 mars bis du nom de cette gigantesque manifestation l'an dernier qui avait suivi la mort du Premier ministre Rafik Hariri et qui avait conduit au retrait syrien du Liban. Ce sera donc une journée test où chaque camp comptera ses forces.
Et d'ici là, les Libanais seront sans doute nombreux à observer une nuit de veille. Des milliers de bougies ont été allumées à Beyrouth et ses environs, et notamment ici, sur les lieux de l'embuscade. Le meurtre semble en tout cas avoir accéléré la détermination internationale. La nuit dernière, le Conseil de sécurité de l'ONU a donné son feu vert à la création du tribunal spécial international pour juger les meurtriers présumés de l'ancien Premier ministre Rafik Hariri. Un sujet très sensible là-bas puisque des dirigeants syriens pourraient être jugés. C'est maintenant au gouvernement libanais de valider cette décision. Gemayel était, on le sait, un partisan de ce projet. En France, 5 pompiers sont toujours en garde à vue ce soir après les affrontements avec la police lors de la manifestation d'hier. Un 6e devrait être mis en examen dans la soirée. Il a été interpellé en possession d'un couteau pendant le défilé. 18 autres font l'objet de procédures judiciaires. Rappelons qu'il y a 2 blessés graves parmi les forces de l'ordre. L'un d'eux a eu la jambe fracturée à coups de masse. Et à propos de maintien de l'ordre, dès la semaine prochaine, les premiers exemplaires d'une nouvelle arme seront attribués aux policiers, le fameux taser, ce pistolet paralysant à décharge électrique, une arme controversée. On a appris aujourd'hui qu'elles seront aussi équipées de caméras. Franck Genozo, Hervé Pozzo. Le bruit et le pointeur rouge peuvent être dissuasifs, mais en cas de résistance, voici une simulation de ce qui arrive. Main derrière le dos, monsieur. Main derrière le dos, monsieur. 2 dards transmettent 50 000 volts. La relation entre le cerveau et les muscles est coupée. L'individu est temporairement paralysé. D'ici à la fin de l'année, 1100 policiers d'Île-de-France devraient être équipés de ces pistolets électriques. Particularité française, ils comporteront une caméra intégrée. Je dégaine, j'allume, je filme. J'ai pas besoin de tirer. Là, tout ce que vous êtes en train de faire, c'est filmer. Une caméra demandée par le ministère de l'Intérieur pour limiter les cas litigieux. Car en Amérique du Nord, le taser s'est parfois retrouvé au centre de la polémique. Certains dénoncent des utilisations abusives qu'ils assimilent à de la torture. Exemple, à Los Angeles, où pour un refus d'obtempérer, un étudiant reçoit plusieurs décharges. Selon Amnesty International, 152 morts suspectes seraient liées à l'utilisation du taser. On demande simplement un moratoire avant l'utilisation du taser pour qu'il y ait une commission indépendante qui fasse l'étude des risques de son utilisation, notamment pour les personnes fragiles. En France, 2 obligations pour les policiers. Subir au moins un tir et savoir dans quel cas ne pas tirer. On songe à une personne qui serait droguée, à une personne qui serait connue pour des antécédents cardiaques, à une femme enceinte, bien évidemment. Des situations pas toujours faciles à déceler. Dans tous les cas, le taser devra remplacer tout ce qui pourrait blesser. 3000 policiers en seront équipés d'ici à fin 2007. En bref, le ministre de l'Intérieur Nicolas Sarkozy a reçu aujourd'hui dans un salon du ministère la jeune Sherazade Belaïni, brûlée vive il y a un an par un jeune homme furieux qu'elle refuse de l'épouser. Il lui a remis à cette occasion un décret de naturalisation française et a annoncé qu'elle intégrerait l'administration du ministère où, d'après lui, son expérience sera utile pour les victimes. Rappelons que l'agresseur, un Pakistanais de 25 ans qui vient de rentrer en France pour se livrer à la justice, a été mis en examen le week-end dernier. Justice, c'est l'une des grandes énigmes criminelles de ces 30 dernières années. Demain va s'ouvrir à Nice le procès d'un homme accusé d'avoir tué Agnès Leroux. Elle était belle, elle était riche, héritière d'un des plus prestigieux casinos niçois et elle avait disparu à jamais en 1977. C'est son amant de l'époque, un ex-avocat, qui sera dans le box des accusés. Dominique Verdaillan, Jean-Marc Nouknouk. L'accusé Maurice Agnolet n'a pas oublié l'avocat qu'il fut. C'est une belle affaire, nous dit-il hors caméra. Dommage que cela soit la mienne. Une affaire vieille de près de 30 ans. Fin octobre 77, Agnès Leroux, âgée de 29 ans, quitte son domicile niçois. Elle a dit à sa mère qu'elle partait pour un week-end avec son amant, Maurice Agnolet. Depuis, on ne l'a jamais revue. Je commence à m'inquiéter, mais je ne peux pas arriver à croire à ça. C'est ça impossible. J'ai mis du temps. Les soupçons se portent sur Maurice Agnolet, car il est le seul à ne pas s'inquiéter de la disparition d'Agnès. Et en octobre 78, c'est l'avocat qui parle, pas l'amant. Une seule question, maître. Est-ce que vous pensez qu'Agnès Leroux est encore en vie? Je ne le sais pas. Je l'espère. Agnès Leroux a-t-elle été victime d'une guerre des casinos? 6 mois avant de disparaître, en votant contre sa mère, elle permet au rival de la famille Leroux, Jean-Dominique Frattoni, de prendre le contrôle du palais de la Méditerranée. Agnès reçoit 3 millions de francs, somme que l'on retrouvera sur le compte de l'intermédiaire, Maurice Agnolet. Pour René Leroux,
Sa fille a été manipulée. C'est pas une trahison parce qu'Agnès était vraiment, on lui a bourré le crâne pour arriver à un tel résultat, car elle n'était pas capable elle-même de faire ça. Le rôle trouble d'Agnolet dans cette transaction provoque sa radiation du barreau et sa condamnation à 30 mois de prison. En 85, il bénéficie d'un non-lieu pour le volet criminel. Mais en 99, l'alibi d'Agnolet s'effondre pour le week-end d'octobre 77. René Leroux obtient la réouverture du dossier. Je ne pense qu'à ça et je n'ai fait que ça pendant 30 ans. J'ai lâché tout le reste. Et vous n'avez aucun doute? Ah non. Ah non. Ma fille ne serait jamais restée, vous pensez, sans nous donner des nouvelles. Voilà, Agnès. Le corps d'Agnès Leroux n'a jamais été retrouvé. Pour la défense, l'accusation, au bout de 30 ans, n'apporte aucune preuve de l'assassinat. Où le crime s'est-il produit? Quand s'est-il produit? Qui l'a-t-il commis et par quels moyens? Eh bien, à ces questions qui sont essentielles, l'accusation ne nous offre aucune précision. Maurice Agnolet encourt la perpétuité. En 29 ans de procédure, il a effectué 2 mois de détention provisoire. Ouverture du procès donc demain. Économie, c'est l'un des grands projets industriels du gouvernement et il pourrait bien être définitivement compromis. La fusion au gaz de France-Suez va encore prendre du retard. La Cour d'appel a donné raison la nuit dernière au syndicat de GDF qui dénonçait un manque d'informations. Le conseil d'administration du groupe qui devait entériner le mariage est donc reporté. François Baudonnet, Annie Triboire. Une séance de travail, c'est la version officielle donnée ce soir par Matignon. En fait, pendant 1 heure, Thierry Breton a été appelé auprès de Dominique de Villepin pour une réunion de crise. Depuis 9 mois, en effet, le projet de fusion entre Suez et GDF avait surmonté bien des obstacles. L'opposition des syndicats, tout d'abord, elle s'était finalement traduite par une faible mobilisation dans la rue. Les 140 000 amendements déposés par l'opposition ensuite. Le texte a tout de même été voté par l'Assemblée après 1 mois de débat. Tout a en fait basculé hier, 14h17, le tribunal de grande instance de Paris ordonne le report du conseil d'administration de GDF qui devait entériner le mariage. 23h56, la Cour d'appel de Paris confirme ce jugement. Pourquoi cette décision? Les tribunaux ont donné raison aux salariés et à leur comité d'entreprise européen qui s'estimaient mal informés par leur direction. On est satisfait, on a des témoignages de salariés aujourd'hui qui croyaient que l'affaire était bâclée depuis longtemps et qui montrent que l'action syndicale, poussée justement dans tous les recours possibles, eh bien, elle a une utilité. La fusion peut-elle encore avoir lieu? GDF doit revoir sa copie et ce sera long. Dans le meilleur des cas, le rapprochement n'aboutira pas avant le mois de mars, en pleine campagne électorale. Et nous souhaitons que cette question ne soit pas tranchée avant l'élection présidentielle. Cela ne change rien à la logique et à l'intérêt de cette fusion. En attendant, Suez pourrait de nouveau faire l'objet de convoitises de la part de groupes étrangers. Ce soir, sa fusion avec GDF n'a jamais été aussi incertaine. Économie encore avec ce chantier ouvert par l'État. L'administration s'attaque à la réduction de son parc automobile. Le chiffre est impressionnant. 150 000 voitures au total pour un coût de 900 millions d'euros par an. Trop cher et trop polluant selon le ministère de l'économie. Yvan Martinet, Philippe Turcot. Ministère des Finances, direction le niveau -1, bienvenue au parking. Actuellement, le parc automobile est constitué de Peugeot 306, des Citroën C5, des Peugeot 307 et puis des Scénic. Que des voitures gourmandes. Alors, des voitures effectivement gourmandes. Hein. Des voitures trop onéreuses. Voilà le grand défaut du parc automobile de l'administration française. 151 000 véhicules à travers la France, coût 900 millions d'euros. Beaucoup trop cher selon la mission interministérielle de modernisation de l'État. Le parc auto de la République va devoir subir un régime. Objectif, diminuer son coût de gestion de 20% d'ici fin 2007. Ce qu'on espère faire d'ici 3 ans, c'est d'arrêter d'utiliser des grosses berlines pour des usages strictement urbains. Par exemple, utiliser des voitures qui sont déjà trop grosses pour un usage parisien, pour déplacer une seule personne, ça ne se fera plus et on utilisera des voitures de ce type, totalement adaptées à des petites liaisons dans Paris intramuros. Des voitures comme cette petite citadine, l'État en a déjà commandé 600 négociées à moins 25%. Mais la République découvre la location. Exemple, le ministère de la Défense. Il se sépare de ces 22 000 véhicules pour à la place en louer 21 000. À la clé, 20% d'économie.
Quant aux ministres, qu'ils se rassurent, les très hauts fonctionnaires, eux, ne sont pas concernés. Les cortèges de confortables berlines ne sont pas prêts de disparaître. Une image importante pour le développement du géant des airs, l'A380. Pour la première fois, il a atterri en Chine, un pays cible pour Airbus, puisque le trafic aérien y a doublé en 5 ans. C'était à Canton, dans le sud de la Chine, et le président d'une des principales compagnies aériennes avait fait le déplacement pour accueillir le mastodonte. Rappelons qu'il s'agit de la dernière tournée avant la certification pour l'A380. 12 milliards de tonnes, c'est la production annuelle d'emballage en France. Les fabricants proposent actuellement leur dernier produit au salon de Villepinte, près de Paris. Cela ne surprendra personne, la mode est à l'écologie, mais aussi à l'emballage intelligent, entre guillemets. Frédéric Monteil, David Fossard. Un casier à vin qui se déplie en quelques secondes. Des intercalaires qui évitent aux palettes de déraper, même en hiver. Si l'emballage ne vous emballe pas, sachez qu'il devient intelligent. Exemple avec ces fleurs. Elles contiennent un gel qui change de couleur quand un aliment est périmé. Les ruptures de chaîne de froid et les élévations de température que va subir le produit vont être automatiquement, de façon très fiable, reproduites à l'intérieur de l'étiquette. Autre astuce, ces flacons multicolores. Dans quelques mois, ils détrôneront peut-être la sacro-sainte ampoule classique, en verre, toujours délicate à briser. Les nouveaux médicaments se boiront comme un jus d'orange. Là, avec l'aluminium, il n'y a plus aucun souci. On ouvre et on a une surface parfaitement lisse qu'on peut même porter à la bouche directement. Vous connaissiez la bouteille d'eau? Voici son avenir, la poche à eau. Elle est beaucoup plus écologique, beaucoup moins de matériaux d'emballage pour finalement la même fonctionnalité, un bouchon, et on boit directement, plus à la bouteille mais à la poche. Peu importe le flacon pourvu qu'il y ait l'ivresse, pas si sûr. Avec ces bouteilles d'eau dessinées comme des carafes exotiques ou de luxueux parfums, l'emballage devient tout un art. Politique, c'est un soutien du bout des lèvres, mais un soutien quand même pour Ségolène Royal, celui de Lionel Jospin. Dans un court texte mis en ligne sur son site internet, l'ancien Premier ministre indique que ce soutien va de soi. Elle est désormais la candidate de tous les socialistes, dont je lui souhaite bonne chance. Fin de citation. Ségolène Royal qui elle aussi est allée à la rencontre des maires de France réunis en congrès et qui s'est réjouie de ce qu'elle nomme un soutien précieux, mais elle a laissé entendre qu'elle n'avait eu aucun contact avec Lionel Jospin. À droite, l'UMP réunit en ce moment un bureau politique qui s'annonce houleux et important. Il s'agit de tenter d'apaiser les querelles. Nicolas Sarkozy et Michel Alliot-Marie discuteront notamment du calendrier de désignation du candidat. Mais dans le même temps, et malgré ses bonnes intentions affichées, Dominique de Villepin a décoché quelques nouvelles flèches à son ministre de l'Intérieur sur la discrimination positive ou la délinquance. Dominique de Villepin qui n'assiste pas à ce bureau politique. Une grande conférence a commencé à Tripoli, en Libye, pour tenter de limiter l'immigration clandestine. Conférence entre l'Europe et l'Afrique. Malgré les mesures prises ces 2 dernières années des 2 côtés de la Méditerranée, le flux n'a jamais été aussi important et des centaines de candidats, entre guillemets, sont morts de noyade ou de faim. Voici l'une des routes empruntées par les clandestins. Elle passe par la ville d'Agadez, au Niger. C'est là que des camions partent tous les jours vers l'Europe via l'Algérie ou la Libye, grâce à des passeurs grassement payés ou des policiers corrompus. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Dominique Derda et Frédéric Ranck. Jusqu'à la dernière minute, le lieu de rendez-vous a été tenu secret. Pas question de filmer dans la cour de la compagnie de transport. C'est grâce à une caméra cachée que nous sommes parvenus à voler ces quelques images. Le propriétaire n'aime guère la publicité. Il n'en a pas besoin. Ses affaires sont florissantes. Sa spécialité, convoyer vers le nord, vers l'Algérie ou la Libye, ceux qui rêvent d'émigrer en Europe. De là, d'autres convoyeurs prendront le relais. À bord de ce camion, sur une trentaine de passagers, un tiers au moins sont des étrangers en transit. Ceux-là viennent du Ghana. Ils ne sont pas très causants. Je vais rendre visite à des amis, après je retournerai chez moi. Vous voulez aller en Europe? Non, Non, pas en Europe, je vais jusqu'à Dirkou, c'est tout. Bien vite, notre présence et nos questions dérangent. Dès la sortie de la ville, on nous prie fermement de débarquer. Ni les organisateurs, ni les policiers qui, au passage, perçoivent leur commission, n'ont envie de passer à la télévision. À la tombée de la nuit, le camion repart. Après-demain, il sera à Dirkou, à 600 km à l'est. De là, la Libye n'est plus qu'à 5 ou 6 jours de piste. Aux portes du Sahara, Agadez est l'une des plaques tournantes de l'émigration clandestine.
Pour beaucoup, c'est une première étape, le temps de gagner un peu d'argent afin de mieux repartir. Il me faut environ un truc comme 200 000 pour continuer ma route. Mais petit à petit, je crois que de ville en ville, je vais travailler pour continuer. Là, ça va un peu me permettre d'avancer, de continuer jusqu'à arriver en Europe. À 3 € par jour, il faudra à Richard 5 ou 6 mois au moins pour réunir les 300 € nécessaires et espérer atteindre les rives de la Méditerranée. Ensuite, il verra bien. Les commerçants d'Agadez ont vite compris quel bénéfice ils pouvaient tirer de cet afflux de voyageurs. Couvertures, bonnets et bidons de toute taille, on trouve sur le marché de quoi affronter et le froid et la soif qui, en plein désert, sont des ennemis mortels. Vous êtes content qu'il y ait beaucoup de clandestins? Beaucoup même. On est vraiment content. On veut que chaque fois que ça se passe comme ça. C'est vrai? Ouais. Vous voulez que ça continue? Ça continue toujours. On ne voulait pas que ça se coupe, quoi. Chaque après-midi, à l'arrivée des autocars en provenance de Niamey, la capitale, des rabatteurs poussent dans les bras des passeurs, ceux qui veulent aller plus loin. À chacun son métier. Mais envoyer des gens en Libye, c'est légal? Bon, c'est pas... Bon, c'est pas illégal, quoi, tu vois. C'est pas illégal. Ouais. La plupart des candidats au voyage viennent de pays de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest. Pour séjourner ici, ils n'ont besoin ni de passeport ni de visa. Ce n'est qu'une fois franchi la frontière libyenne ou algérienne qu'ils deviennent des clandestins. Quant aux passeurs, à ceux qui s'enrichissent du trafic d'êtres humains, la police nigérienne est bien trop mal payée pour songer à mettre son nez dans leurs affaires. Toujours à l'étranger, Israël annonce que des nouvelles opérations seront menées à Gaza pour tenter de mettre fin aux tirs de roquettes. Des opérations souvent meurtrières. La dernière, à Beit Hanoun, avait fait une 60aine de morts, dont de nombreux civils. Mais le gouvernement israélien insiste et fait valoir que les habitants de la ville de Sderot sont visés presque tous les jours par les obus du Hamas. Envoyés spéciaux Laurent Boussier, Mossi Harmon. La roquette vient de tomber sur le bâtiment principal de cette entreprise de conditionnement de poulet. Explosion, incendie, panique, des décombres, les secouristes vont retirer un mort et quelques blessés plus ou moins grièvement touchés. Tous les jours, quelqu'un meurt, on ne peut plus dormir et maintenant on est touché aussi à notre travail. Mon ami vient de mourir, je ne peux plus venir travailler ici. Image d'une caméra de surveillance quelques secondes avant l'explosion. L'alarme retentit, tous les employés sortent précipitamment, tous, sauf un. C'est lui qui va mourir. Scène d'évacuation tristement banale à Sderot. Située à moins de 4 km de la bande de Gaza, cette ville israélienne est tous les jours la cible des fusées Qassam palestiniennes. Devant les portraits de ceux qui ont été tués depuis le début de ces attaques, le responsable de la mairie est très pessimiste. Tous les habitants sont très déprimés. La plupart sont sous traitement et beaucoup, avec l'aide d'organisations caritatives, ont évacué leurs enfants vers d'autres villes. Depuis la bande de Gaza, il ne faut que 15 à 20 secondes à ces fusées Qassam pour atteindre leur cible. Alors, pour protéger les enfants, les façades et les toits des écoles ont été doublés par des murs en béton armé, équipés de vitres blindées. On a toujours très peur des fusées, surtout quand l'alarme de l'école se déclenche. Quand on entend sonner, on se précipite sous les tables. Mais c'est en visitant le poste de police de Sderot que l'on comprend peut-être le mieux les raisons des peurs et des craintes des habitants. C'est en effet ici que sont regroupés les restes, les débris des quelques 940 fusées Qassam qui sont tombées sur la ville uniquement depuis le début de cette année 2006. Et à propos du conflit, à noter la parution des années perdues de Charles Anderlin, notre correspondant à Jérusalem, qui revient cette fois sur la dernière intifada et ses suites à lire aux éditions Fayard. Une première aux États-Unis, un hôpital a réussi 5 greffes de reins en même temps, une opération rendue possible grâce à une chaîne de donneurs. Explication Patrice Pelé. L'histoire commence avec Onérose qui donne son rein à Christine, 40 ans. En contrepartie, la mère de Christine va donner son rein à Georges, 52 ans. Et la série se prolonge, car l'épouse de Georges, que l'on voit ici, va donner son rein à Gary. Et le jeu de domino continue, puisque Leslie, la femme de Gary, va donner à Gérald. Et Sandra, l'épouse de Gérald, va donner son rein à Sheila. Au total, 5 donneuses et 5 transplantés, mais attention, tous opérés dans la même journée. Pendant les 10 heures d'opération, il aura fallu mobiliser 12 chirurgiens, 11 anesthésistes, 18 infirmières et équiper 6 blocs opératoires.
C'est peut-être l'occasion de donner une impulsion à ce type de programme. Car j'ai rencontré plein de gens qui auraient aussi aimé donner leur rein à leurs proches. Mais ils ne savent pas comment avoir accès à ce type de programme. Le problème, c'est qu'aux États-Unis, ce système de dons en cascade est interdit par la loi, car considéré comme une forme de troc. Pour l'heure, la justice ne s'est pas manifestée. Tous les patients sont rentrés chez eux. Ils ont reçu la visite de leur médecin, pas celle du shérif. En bref, les alpinistes de l'école militaire de haute montagne, partis au Népal sur la trace des 4 Grenoblois disparus, ont été contraints d'arrêter les recherches. Les conditions sur place ne permettent aucune progression. L'équipe va donc rentrer en France dans les prochains jours. Selon les dernières informations, les 4 alpinistes avaient changé d'itinéraire et une avalanche les aurait surpris. L'espoir en tout cas de les retrouver vivants est désormais perdu. On connaissait le fast-food, en bon français, la nourriture rapide et standardisée qui n'a pas toujours bonne presse. Eh bien voici le slow food conçu en réaction. Le mouvement est né il y a une quinzaine d'années en Italie. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'adeptes qui se réunissent régulièrement à Nice. Olivier Théron, Stéphanie Labrousse. Ils sont montés de la ville pour voir leurs vaches. Une rencontre avec celles qu'ils ont parrainées. En échange, l'éleveur fournit du fromage. Bien plus qu'un commerce équitable, c'est un voyage dans le goût qui commence. On a tous peut-être le souvenir d'un certain type de fromage avec une certaine odeur. C'est l'odeur et le goût de l'alpage. Le goût de l'authentique, c'est un peu ça l'esprit slow food. Un mouvement parti d'Italie en 1986 pour réagir à l'ouverture d'un fast-food à Rome. Organisé en association dans chaque région et présent dans le monde entier, Slow Food et ses 83 000 bénévoles parcourent les campagnes et les marchés pour sauver des saveurs et manger bien. Ça vient de Château en Armes, parce que je vais directement au paysan, moi. Je ne vais pas au grossiste. Ce n'est pas un club d'élite, ce n'est pas un choix de manger dans des grands restaurants. C'est aussi manger bon dans la simplicité, manger bon tous les jours. Enseigner en cuisinant, c'est la démarche Slow Food de Dominique Baladier, le cuisinier du lycée de Salon de Provence. Marché, poissonnier et mixeur géant, c'est la soupe de poisson maison pour 850 élèves. Pour ce chef en casquette, apprendre à aimer les saveurs, c'est une façon de se sauver de la malbouffe tout en sauvant les autres. Si le paysan bosse vachement bien, le marchand de légumes va vendre des légumes extraordinaires. Moi, je vais voir ces légumes, je ne vais pas les gaspiller, je vais les cuisiner le mieux possible parce que je les verrai vachement beaux. Et comme je vais les cuisiner le mieux possible, les élèves vont les manger le mieux possible. Avec autant de philosophie, le self du lycée est une table convaincante. C'est de l'encornet farci. Là, tu avais un carré de porc aux pommes. Et là, de la blanquette. Des fois, on a de la purée, par exemple. Et on voit vraiment que c'est de la purée faite avec des pommes de terre, à l'huile d'olive. Du bien manger au lycée à la conservation de tous les vins d'Italie dans une cave géante, la croisade de Slow Food prend des allures boulimiques. Le mouvement veut maintenant congeler 3 millions de graines pour préserver la biodiversité. La neige, on en parlait avant-hier, elle tombe désormais en abondance et pas seulement sur les grandes hauteurs. Image ici du col de la Schlourte à 1100 mètres dans les Vosges où les chasse-neige sont entrés en action. Et voilà qui nous amène à la saison de ski qui va commencer. Fini les cages à lapins, la tendance de plus en plus est au haut de gamme et en tout cas à l'authentique. Au Ménuire, reportage Virginie Fichet, Philippe Évêque. 6000 mètres carrés de béton à grignoter au cœur de la station. À la place de cet ancien hôtel, construit en 1968, une résidence 4 étoiles, comme celle-ci, verra bientôt le jour. Le concept du bois et de la pierre pour l'authenticité et la chaleur. Des appartements haut de gamme regroupés dans une résidence hôtelière offrant des services et des équipements collectifs de luxe à une clientèle adepte du cocooning. Les gens ne viennent plus que pour la montagne, l'hiver et le ski. Ils viennent aussi pour consommer la montagne, s'oxygéner, vivre quelque chose autrement. Et c'est plutôt un art de vie à la montagne qu'on leur propose de partager maintenant. À 5 600 € par mètre carré, ces prestations restent l'exception, mais inspirent d'autres rénovations moins coûteuses. Impossible de tout détruire, alors depuis 3 ans au Ménuire, on incite financièrement les propriétaires à réhabiliter leur appartement. Bon, ça reste des opérations relativement modestes, eu égard du nombre d'appartements qu'il y a à rénover. Mais depuis 3 ans, on rénove à peu près entre 40 et 50 appartements par an. À l'extérieur, l'héritage architectural n'est pas toujours facile à gommer. Mais le vrai défi est à l'intérieur des immeubles. Donc voilà un appartement avant rénovation
Pour mettre cet appartement au goût du jour, le propriétaire touchera une subvention allant de 90 à 180 € par mètre carré. Après, on a mis du parquet, on a mis beaucoup de bois pour donner un aspect chaleureux. En contrepartie des aides, le propriétaire s'engage à louer pendant 9 ans. Loué plus cher, son appartement prend aussi plus de valeur. L'intérêt premier, c'est la valorisation de son patrimoine. En cas de revente, par exemple, il peut le revendre 15 à 20% plus cher qu'un appartement de type standard. Créés au milieu des années 60, les Menuires doivent aujourd'hui négocier le cap de la quarantaine. Avec une capacité d'hébergement de 25 000 lits environ, le lifting promet de durer. Sport, on connaît la composition du 15 de France qui affrontera l'Argentine dans un nouveau test match. 2 changements. Dimitri Yachvili récupère le poste de demi de mêlée. Christophe Dominici retrouve l'aile. Football, Lille a loupé le coche hier face à Anderlecht en Ligue des Champions. Les nordistes ont mené 2 fois au score et 2 fois ils ont été rejoints. Score final 2-2. Lille n'est plus maître de son destin pour une éventuelle qualification en 8e de finale lors de la dernière journée. Même score pour Lyon sur la pelouse du Real Madrid, mais cette fois les 2 équipes étaient déjà qualifiées. Les Lyonnais s'assurent la première place au classement de leur poule. Voici les 2 buts du club français et l'un des 2 buts des Madrilènes signé Diarra. Et puis Grégory Coupé, vous le voyez, a arrêté un pénalty dans les dernières minutes de la partie. Le mois de la photo à Paris, avec parmi les temps forts la propagande soviétique, des photomontages d'anciens clichés découpés puis recollés pour former une nouvelle œuvre, entre guillemets à la gloire du régime. Sophie Jouve, Didier Dahan. Ces photomontages sont de petits bijoux poétiques inspirés du cubisme ou du surréalisme. Assemblage de photos mélangeant différents univers pour créer une œuvre nouvelle au service de la révolution soviétique. 70% du peuple ne savait pas ni lire ni écrire. Et dans ce moment-là, la photographie, c'était un grand moyen pour influencer sur conscience des peuples. Le paysan des kolkhozes, l'ouvrier, le bâtisseur d'usine, c'est l'homme nouveau que l'on glorifie par de savants montages géométriques largement diffusés dans les journaux. Un art fait sur le peuple et par le peuple. Et voilà comment on donne l'idée d'un envol, d'un nouveau départ, en réunissant un ciel et des enfants qui n'ont pas été photographiés en même temps. La réalité est certainement autre, mais l'art réussit grâce à l'art, grâce au photomontage. La réalité est embellie, la réalité est héroïque. Sauf que Staline pointe le nez. 1930, tout bascule. Le photomontage devient un outil de propagande, une arme visuelle dans un pays qui se militarise. On passe du jeu artistique au trucage politique. Dans les photomontages, on voit c'est un géant. On n'imagine pas que Staline faisait 1,58 m par exemple. Mais c'est un géant et c'est comme ça qu'il doit être représenté. Dans cette atmosphère de terreur, Staline, de plus en plus glorieux, finit par marcher sur la tête du peuple. Avant d'être tout seul devant le Kremlin, tel un tsar, il n'y a plus de peuple du tout et l'homme nouveau est au goulag. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Laurent Romeshko, 20h50, un téléfilm, Les Innocents avec Stéphane Fraisse. À demain.